Et salut les marques et les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown, votre émission hebdomadaire qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal, je meurs de chaud et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami Yerem. Comment ça va, Yerem ? Il fait chaud, il fait de plus plus chaud. Ouais, ça va très bien, effectivement. Là, moi, le ventilateur qui est allumé, je vais peut-être l'éteindre histoire de que ça s'entende pas trop à l'enregistrement, mais moi j'en peux plus. Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça dure 5 minutes ce podcast ? On va essayer de faire au plus vite, même s'il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. J'espère que tous nos auditeurs sont bien installés à l'heure où ils nous écouteront avec un bon ventilateur, un bon verre de boisson fraîche. Et donc, écoute, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est ce qu'on va voir. Donc, on parle cette semaine du SmackDown du 20 juin 2017, qui était à Dayton, dans l'Ohio. On verra que ça aura une petite importance un peu plus tard. Et nous allons discuter des retombées de Money in the Bank, évidemment. Et au menu ce soir, ce midi, ce matin, peu importe, il fait chaud tout le temps, de toute façon, une mallette sans propriétaire, des revenants de tous les côtés, un Randy Orton en mode fête des pères, un Kevin Owens qui continue son gimmick de voleur de gimmick, et l'annonce d'un pay-per-view pour la semaine prochaine. Alors, on va voir tout ça, et on va le voir pas dans un ordre très chronologique, parce que l'émission était une série un peu d'entrechats, d'entremêlements de storyline. Alors, l'émission s'est ouverte sur une promo de Carmella, mais je te propose de garder ça pour un grand segment de discussion pour la fin. Et on va tout de suite... T'organises toi quand même. Et on va tout de suite, enchaîner sur le match qui a suivi cette petite promo d'ouverture et qui était Big E contre Jimmy Uso. Donc je confirme, c'était bien Jimmy Uso. Donc un 1 contre 1 avec évidemment tous leurs partenaires autour du ring. Match relativement classique, Big E qui commence avec une domination assez forte, mais distraction de Jey Uso qui permet du coup à son frangin de prendre l'avantage. On a une série de domination d'huile à coup de tricherie, à coup de prise au sol assez standard. Big E qui revient avec un bon paquet de souplesse, mais qui se fait avoir en dansant un petit peu trop au milieu du ring, et il se mange un Samoan Drop pour le compte de 2. Big E qui finit quand même par arriver à tenter de placer son big ending, mais Jimmy s'échappe et sort du ring avec son frère, et donc là on a un teasing un peu du décompte à l'extérieur, une nouvelle fois, le finish de Money in the Bank qu'ils essayent de nous refaire, sauf que cette fois on est en 1 contre 1. Kofi et Xavier Woods veille au grain au bord du ring, et donc il les en empêche, il sèche un peu tout le monde. Xavier Woods qui ramène Jimmy Uso dans le ring, big ending, c'est la victoire donc de Big E en je sais plus, un match d'environ 6 minutes. Oui, c'est ça, ouais. 5 minutes et 55 secondes. Pour être 5 minutes et 55 secondes, voilà, on n'est pas passé loin des 6 minutes. Alors, avant de discuter de tout ça, pour faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé au niveau des équipes cette semaine, sachez qu'un peu plus tard dans l'émission, on aura eu les Hype Bros réunis depuis la semaine dernière avec le retour de Zack Ryder. Les Hype Bros qui sont venus réclamer auprès de Daniel Bryan, Daniel Bryan très occupé ce soir, ils sont venus réclamer leur fameux title shot. Et on en avait parlé... avant la blessure de Zack Ryder, les Hype Bros avaient remporté le droit de défier les champions de l'époque. Daniel Bryan répliquera que, écoutez les gars, beaucoup de choses a changé depuis la blessure de Zack. Le paysage tag team a beaucoup changé. C'est difficile de vous propulser comme ça pour le titre. Bon, ça les empêche pas de le faire par ailleurs, mais bon, manifestement pour les Hype Bros c'est pas possible, et donc du coup ils vont devoir passer par la case Number 1 Contendership, et nous aurons un match contre les Usos la semaine prochaine. Dernière chose à signaler, et non des moindres, nous n'avons pas eu la Fashion Police ce vendredi, mon plus grand désarroi. Mais disons que on s'est rattrapé à Money in the Bank avec un épisode hors série, mais voilà, on les a pas eu. Donc voilà pour le paysage de la scène tag team post Money in the Bank. Yerem, quelles sont tes impressions ? On va lancer un avis de recherche là pour la Fashion Police.
Ça m'inquiète, moi. C'est plutôt inquiétant. Non, mais effectivement, après, c'était plutôt. Il y avait beaucoup de choses à mettre dans cet épisode de SmackDown. Donc, moi, ça m'a pas. Je m'en suis même pas vraiment rendu compte parce qu'il y avait vraiment de quoi un petit peu s'occuper malgré tout. Évidemment, j'ai beaucoup aimé le match entre Biggie et les Usos. C'est classique, hein, effectivement, de se remettre en 1v1 comme ça entre deux, juste après un tel match. Et Biggie avait particulièrement brillé, même s'il avait été vraiment au bout du bout. Kofi aussi, hein, je suis impatient de revoir un match de Kofi en individuel la semaine prochaine, probablement. Parce que voilà, il était un de nos tops la semaine dernière. Et là, c'était vraiment du tout bon dans ce match. Et puis voilà, ils vont réussir à. Enfin, ça donne carrément envie fonctionne bien, de voir la suite. Ils sont bien. Individuellement, c'est vrai que Biggie et Kofi sont vraiment des catcheurs qui ont déjà eu par le passé des carrières solo. Enfin, oui, si, Biggie aussi. J'étais en train de ouais, tout à fait. Il a eu le titre. À l'époque où. Et puis il avait été valet pendant longtemps de. Bon, j'appellerais pas ça une carrière solo, mais. AJ et Dolph Ziggler avant de s'envoler un petit peu de son côté. C'est ça, voilà. Donc c'est bien de mettre en avant aussi ce côté en solo. Ils sont meilleurs, on va dire, que les frangins, mais les frangins, quand ils sont à deux, ils sont létals, on va dire. Stratèges, voilà, comme ils l'ont été lors de ce pay-per-view. Donc c'est bien pour eux. Et puis la suite, c'était quoi l'autre match, tu m'as dit Eyebrows, enfin la petite annonce. Ça, quoi. Bien aussi. J'aime bien quand ils font ça, qu'ils n'ont pas la mémoire qui flanche. C'est bien aussi que ce soit eux qui les Eyebrows qui réclament, parce que c'était quand même il y a 6 mois, donc c'est bien aussi, parce que on va dire Zack Ryder, lui il est pas passé à autre chose, mais Daniel Bryan Mojo, et nous et Mojo aussi on est tous passés à autre chose, donc c'est bien. Et puis en plus, si c'est pas, on leur redonne, il faut faire ses preuves, parce que ça fait quand même 6 mois et que l'eau a coulé sous les ponts, on n'a plus les mêmes champions, etc. Donc c'est plutôt bien amené, comment dire, toujours ce travail un peu d'écriture qui est plutôt bon. Et j'ai trouvé, c'est peut-être le seul moment dans la soirée où j'ai trouvé Daniel Bryan bon dans sa réflexion, dans ce qu'il dit et dans ses décisions. On va avoir l'occasion, je pense, d'en reparler dans les grandes largeurs, en effet, de tout ça. Mais avant toute chose, là on va continuer sur le fil chronologique de l'émission, et juste après tout ça, on avait une interview non des moindres, une interview de Randy Orton qui était donc un peu à la manière des interviews de Michael Cole à Raw, était interviewé par Tom Phillips pour discuter de Money in the Bank. Vous le savez, Randy Orton a perdu une nouvelle fois contre Jinder Mahal, non sans controverse, mais toujours est-il qu'il a perdu, et donc il est là pour nous parler de son état d'esprit un petit peu. Donc il explique que il a fait une erreur, hein, clairement. Il a perdu parce qu'il s'est déconcentré. Il a perdu les pédales un peu, il a perdu le contrôle, il a perdu le fil du match, et il a galvaudé cette opportunité qu'il avait de reconquérir son titre et potentiellement d'en gagner un 14e, ce qui aurait été énorme. Mais ce qu'il n'oublie pas de mentionner non plus, c'est que Jinder, il a cross the line, hein, il a dépassé les bornes, il a franchi la ligne rouge, il a touché la famille de Orton, il a attaqué sa famille. Donc maintenant, c'est bien plus que personnel. Et il déclame avec une intensité retrouvée qu'il va entreprendre maintenant de démolir l'Indien dès qu'il en aura l'occasion. Il va tout faire pour le défoncer, même si ça implique d'aller à l'autre bout du monde, en Inde, et faire pleuvoir les RKO sur toute sa région, sur toute la région d'enfance de Jinder, sur sa famille, ses cousins, ses oncles, ses amis, son chien. Tout le monde en prendra s'il le faut. Sa grand-mère, tout le monde va en prendre. Donc du coup, ça se termine là-dessus, cette petite interview. Belle intensité de Randy Orton qui, ça y est, il en a marre de Jinder Mahal, et il en a marre. Alors, avant de te laisser la parole, en fait, on va passer directement finalement à ce qui impliquait l'autre partie, Jinder, la source de la source du ras-le-bol. Et en fait, c'est pas moins que le main event, puisque nous avions en main event ce soir Jinder Mahal contre Luke Harper. D'ailleurs,
Luke Harper est vivant. Et d'ailleurs, à ce sujet, en parlant de vivant, sachez que au milieu de l'émission, on a une petite pub pour Sonic, pour ceux qui c'est des fast-food, je crois, américains, entre Sami Zayn et Ty Dillinger. Ty Dillinger qui était aussi vivant cette semaine. Donc voilà, nous avions des petits retours. D'ailleurs, cette petite pub était assez marrante. Je me pourrais la regarder. On n'a pas vu la Fashion Police, mais peut-être qu'ils étaient occupés à retrouver tous ces portés disparus. Exactement. Donc Luke Harper, donc qui avait un match contre Jinder Mahal. Alors, j'ai pas énormément de choses à vous dire sur ce match. Match sans réelle saveur ni move vraiment particulier à retenir. Sachez juste que voilà, bon, on a eu des échanges avec des phases de domination assez standards jusqu'à une superplex de Luke Harper sur Jinder Mahal, ce qui déclenche l'arrivée de du Baron, le Baron qui fait retentir sa musique et qui arrive avec un grand sourire et sa mallette et qui nous fait donc un petit teasing de cash-in potentiel après cette superplex. On se doute bien que le timing est un peu étrange. Mahal n'est pas forcément très très KO et en fait le Baron se contente un petit peu de faire le tour du ring tout en regardant Jinder dans les yeux. Il dit je suis dans ta tête machin, et il tourne un petit peu et il n'en fallait pas moins pour que Luke Harper en profite pour faire un petit roll-up des familles, mais non, c'est seulement deux. Jinder Mahal est plus malin que ça. On a une petite distraction des Singh Brothers et du coup Jinder Mahal en profite pour placer son calasse, son colosse, on sait jamais vraiment. Victoire donc en 10 minutes de Jinder, qui on pourra regretter qu'il aurait eu besoin d'une distraction pour battre Luke Harper, même si ça fait partie du personnage. Bon, c'est toujours un petit détail dont on aurait pu se passer. Et après ça, pour être encore une fois complètement complet, Randy Orton arrive. Il entreprend de défoncer les Singh Brothers. Donc là, on est dans la lignée de sa promo. Il est pas du tout content. Il défonce les Singh Brothers. Il s'en prend à Jinder Mahal, le balance par-dessus la barricade. Il essaie de le ramener dans le ring. RKO, non. Sauvé par les sous-fifres, qui du coup, pour bonne mesure, s'en prennent un chacun. Pendant que le chef s'enfuit, l'émission se terminera là-dessus. Donc voilà, les développements pour la scène, pour le titre. On semble continuer un petit peu avec maintenant le Factor X Baron Corbin, notre ami Baron. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Ouais. Beaucoup de choses. Donc déjà, un plaisir de retrouver Luke Harper. Je pense que toi, effectivement, Jinder Mahal, typiquement, j'adore Luke Harper, mais il y a un moment, il faudrait qu'il batte des mid-carders sans avoir besoin de l'intervention systématique de ces sbires. Ça serait quand même pas mal. Ça fera Luke Harper, il en souffrira pas vu son booking actuel. Non, ouais, exactement. Et j'ai bien aimé la promo interview de Randy Orton. Là, il y avait beaucoup d'intensité. C'était plutôt engageant comme promo. Et puis après, son intervention, le beatdown était plutôt cool. Voilà, maintenant, Jinder Mahal, super. Leur match au pay-per-view était vraiment bien. Là, on va retomber un peu en mode weekly. J'ai un petit peu peur de ce qu'ils veulent faire là. Je sais pas si. Est-ce que c'est terminé la histoire avec Randy Orton ou pas? Ça n'a pas l'air d'être le cas, à mon avis. On en a encore. Non, manifestement, non. Quelques semaines, en espérant qu'on se retrouve pas dans cette situation dont on a parlé, je crois, dans le chat privé, où tu as Randy Orton qui va battre Jinder Mahal dans un match qui soit pas pour le titre, histoire qu'il ait sa vengeance, mais que Jinder conserve la ceinture. Ça, ce serait vraiment dommage, mais pas improbable, parce que ils le font souvent. Rappelez-vous son match face à Bray Wyatt, c'était exactement la même chose. Bray Wyatt a eu sa vengeance sans pour autant récupérer le titre, et après voilà, les deux sont séparés, et en grosso modo les deux avaient gagné dans la tête des gens, mais ça aide plus Randy Orton que ça n'aiderait Jinder Mahal. Donc je sais pas trop là, je suis un peu perplexe pour le futur de cette storyline. Ouais, moi aussi, c'est vrai que je partage un peu ta perplexité. Je m'attendais pas spécialement à ce que c'est vrai que ça continue, en tout cas, que ça continue. J'ai trouvé la promo de Randy Orton bien.
parce que c'est vrai que enfin, il peut pas se contenter de ça, c'est pas dans son caractère, c'est pas dans son personnage. Bien sûr. On a envie d'y croire quand il nous dit qu'il va archéo la grand-mère de Jinder Mahal. Ah, ça c'était génial, j'étais plié. Mais en même temps, on a du mal aussi à voir le truc trop traîner dans la longueur. Donc, écoute, à voir. Est-ce que le facteur Baron Corbin qui rentre maintenant là-dedans me laisse croire qu'il va peut-être falloir du coup peut-être compter un petit peu vers peut-être une transition, pourquoi pas Baron Corbin qui viendrait peut-être un peu trop mêler son nez dans ces histoires et qui pourrait rentrer dans une rivalité avec Randy Orton le temps que Jinder Mahal fasse sa vie et que le cash-in se fasse. Ça pourrait être une solution. C'est effectivement assez probable également. Écoute, à voir, mais bon, ça avait le mérite d'être plutôt intense et dans la lignée de ce qu'on s'attendait à voir après le Money in the Bank, donc ça m'a plutôt plu, moi, tout ça. Donc voilà, écoute, on va continuer, et donc on revient, parce que là, je vous ai parlé du main event, on va revenir un petit peu en arrière, on va revenir après donc cette promo d'Orton, et nous avions cette semaine un rematch Nakamura contre Dolph Ziggler, un rematch donc du premier 1 contre 1 de Nakamura, du japonais de Backlash, qui nous avait pour beaucoup déçus. Et ben le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils avaient décidé de se rattraper manifestement cette semaine, puisque on a eu un long match de 17 minutes, très 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 intense, donc avec plein de choses dans ce match. Ziggler qui ouvre le bal qui essaye de jouer sur son background de lutte amateur un petit peu, mais qui voit qu'il est rapidement pris à son propre jeu par un Nakamura qui cherche à placer son armbar tout de suite, donc très très à l'aise au sol aussi Nakamura. Donc Ziggler qui se rend compte que finalement ça va pas fonctionner aussi facilement qu'il l'avait prévu, donc il essaie de changer de stratégie, il sort du ring, il tourne un petit peu autour, il essaie de tricher, de jouer avec les cordes, de placer des cheap shots, mais toujours systématiquement contré par un Nakamura qui déroule à coup de, donc il déroule un petit peu tout son arsenal, cravate, snapmare, good vibration, tout y passe, les coups de genoux, mais évidemment, comme tout bon match qui se doit, Ziggler finit par prendre l'avantage en contrant ce temps fort du japonais et en l'envoyant dans le poteau. Donc, s'ensuit une phase de domination de Ziggler qui entreprend assez intelligemment toujours ce souci de garder le japonais cloué au sol, de l'empêcher de reprendre du momentum, de la vitesse. On sent que vraiment le japonais, enfin Nakamura est vraiment présenté comme virevoltant et beaucoup plus agressif que d'habitude et prêt à exploser à tout moment. Donc Dolph Ziggler fait un bon travail à ce niveau-là pour le garder immobile, mais il pêche malheureusement Dolph un peu par arrogance et se fait piéger à un moment où il gueule un peu sur un Nakamura au sol, il le taunte un peu. Nakamura du coup en profite et revient, coup de pied, coup de genou, Kinshasa contré pour un Fameasser, pour un assez joli compte de 2. La fin de match qui s'enflamme complètement avec Nakamura qui va se dégager d'un zigzag, puis du sleeper hold de Dolph Ziggler avec une façon assez originale de s'en sortir avec un coup de boule, et du coup dans la foulée Kinshasa du japonais sur Dolph Ziggler. Terminé, bonsoir. 17 minutes de match, ma foi plutôt plaisante, un match un petit peu sous forme de rédemption pour les deux. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi, Yann? Alors j'ai une proposition à faire. Et si on disait que c'était le premier match de Nakamura à SmackDown? On oublie le passé. On efface l'ardoise. Nakamura vient fraîchement d'arriver. Il a fait une entrée fracassante au Money in the Bank. C'était un participant mystère. On ne savait pas. Il restait un spot à prendre. Et Nakamura est arrivé. Et du coup, là, hop, premier match face à Dolph Ziggler. Ça, voilà, c'est sympa. On respecte. Et c'est leur premier match. Et là, tu te dis, ah ouais. Là, il y a de l'intensité, il y a du strong style, il y a des coups qui claquent. Toi, il y avait vraiment une texture tout à fait différente. Et c'est marrant parce qu'il y a le visuel, évidemment, mais aussi le son qui joue beaucoup dans un match de catch, les coups qui claquent, etc. On connaît tous ces fameux Atemi qui sont avec les Wu qui suivent derrière, etc., mais qui se mettent des grosses claques sur le torse.
Si quelqu'un écoute le podcast pour la première fois en tombant juste là-dessus, qui connaît rien au catch, il va se demander de quoi on parle. Mais vraiment, là, il y avait les coups de Nakamura, quand il claque, ils font partie de ces coups qui sont vraiment assez impressionnants. Et là, on a retrouvé ça, ce qui n'avait pas du tout dans ses premières prestations. Ou alors c'était vraiment anecdotique. Et quelle intensité. Moi, quand il y a eu le contre en plus sur le Kinshasa, j'étais fou parce que vous savez, Kinshasa c'était devenu one shot, boom, c'est terminé. Le mec il a juste à faire 2 moves dans celui-ci, c'est terminé. Là, Dolph Ziggler ils se connaissent quand même, donc j'ai trouvé ça bien pour à la fois Dolph Ziggler, pour Nakamura et pour le match. Ce contre était assez représentatif je trouve illustre plutôt bien le petit ajustement qui est en train d'être opéré visiblement sur le booking de Nakamura, ce dont on appelait de nos voeux lors de notre analyse du Money in the Bank avec ce duel face à AJ Styles. Donc moi je suis ravi, j'ai adoré ce match vraiment et ok d'accord, je veux bien. Allez Nakamura, maintenant on remet tout à plat, je te donne une seconde chance, peut-être même une troisième chance. Elle est vendue. Et on y va, donc bien, moi j'étais ravi. Non, tout pareil, donc non, c'est vrai que ça faisait plaisir. Et ben on espère maintenant qu'ils vont capitaliser là-dessus, mais ça passera par des prestations plus inspirées comme ça. Après ça viendra tout seul, il a le public derrière lui, donc ça ne peut que faire du bien d'enchaîner des matchs comme ça. On continue avec écoute, un petit moment sympa, puisque on avait the new face of America, Kevin Owens, qui est venu nous parler dans le ring. Il est venu nous parler pourquoi il se plaint de pas avoir gagné le Money in the Bank, car il considère que tous les autres participants se sont un petit peu ligués contre lui et ont essayé de mettre fin à sa carrière. C'est vrai que pour ceux qui ont écouté notre analyse et qui ont vu le pay-per-view, Kevin Owens a été au centre de tous les plus gros spots quasiment du match. Il a été plusieurs fois passé par les échelles. Enfin, on sentait quand même qu'il était destiné à prendre très très cher sur ce match, et il oublie pas de nous le rappeler. Mais il oublie pas non plus de nous rappeler que il est toujours là, il est toujours champion US, et il va profiter de cette opportunité pour montrer qu'il est un champion vaillant et bagarreur, et il veut lancer un Open Challenge. Écoute, complètement à la John Cena, Open Challenge. Donc après le highlight reel de Kevin Owens, nous avons l'Open Challenge de Kevin Owens. Le plagiat est une forme d'hommage. Le plagiat est une forme d'hommage, exactement. Et du coup, qui arrive? AJ Styles. La musique d'AJ Styles qui retentit, le public explose aux premières notes de la musique. On se dit, putain, yes, Owens et Jay pour le titre, c'est cool ça, on va avoir le droit à un petit rematch aussi encore. Il est chaud, il est bouillant, mais Kevin Owens ne l'entend pas de cette oreille. Alors, il s'attendait sûrement pas à avoir un mec de ce calibre-là répondre à son challenge. Et il dit non, en fait, j'ai pas dit, mais c'était réservé à un régional de l'étape. On est à Dayton, Ohio. Toi, t'es pas de Dayton, Ohio. Tu peux pas concourir. Et donc les deux s'embrouillent un petit peu. Et quelle musique entend-on décidément cette semaine? Quelle musique? La musique des American Alpha. Non. Et si, la musique des American Alpha qui retentit. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On a que des retours dans tous les sens. Ils sont tous revenus. Ils sont tous revenus, ils ont tous été retrouvés. Mais n'avance vers le ring que Chad Gable tout seul, qui arrive vers le ring avec un micro et qui nous explique, non sans humour, avec un petit sourire en coin, que écoute, ça tombe bien, je viens de déménager à Dayton ce matin. Il nous donne une adresse d'ailleurs probablement bidon, ce qui fait beaucoup rire AJ Styles à côté de lui. Au final, ça s'est révélé être une adresse de la fac de l'université locale. Voilà, écoute, merci d'avoir vérifié, j'avais pas vérifié. Moi je suis du genre à appeler les numéros de téléphone qu'on voit apparaître dans les films. Donc, Ah oui, d'accord, donc tout de suite t'es allé checker, t'as envoyé une carte postale à l'adresse. À l'attention de Monsieur Gable.
Et donc du coup, on a un match parce que son embrouille a l'air de fonctionner. Donc du coup, on a un match. L'arbitre sonne la cloche et nous avons donc Chad Gable contre Kevin Owens. Écoute, match assez sympa, 6 minutes environ. Match plutôt en mode un peu sprint, hein, enchaînement de spots jusqu'au grand finish. Beaucoup de souplesse du côté de Chad Gable qui déroule tout son arsenal à ce niveau-là, de German souplesse, de belly to belly, overhead suplex, tout y passe. Toutes les souplesses que vous pouvez trouver sont dans le catalogue de Chad Gable. Et on finit avec un joli spot sur la fin, une de deadlift German, donc quand il soulève à même le sol Kevin Owens pour une German souplesse, pour un compte de 2 assez plaisant. De manière générale, il a eu plutôt des beaux near fall, Chad Gable. Ah oui. Mais c'est pour le compte de 2 seulement. Owens qui arrive à tricher en mettant un coup de pied dans les cordes qui rebondissent dans la face de Chad Gable qui est étourdi. Il l'envoie dans les cordes pour une pop-up powerbomb. Victoire du champion qui retient, non sans mal, face à un vaillant Chad Gable. On a eu l'opportunité du coup de voir ce qu'il donnait un peu en solo, et c'était pas dégueu. Donc voilà, victoire en 6 minutes pour ce petit Open Challenge. Alors, Yarem. Effectivement, alors déjà quel plaisir de tous les revoir là ce soir dans différentes configurations. Mais Gable, de toute façon, il a toujours été dit que Gable en solo, il a un énorme potentiel, même si je pense qu'il faut quand même continuer à travailler, à faire bosser les deux ensemble. American Alpha, ils sont géniaux. Je comprends vraiment pas. Il y a on aura peut-être un jour l'explication. C'est pas ce qui s'est passé. Alors c'est vrai que c'est assez original de les faire revenir comme ça en solo. Alors on a entreaperçu au loin, dans l'ombre du Titantron, il y avait Jason Jordan qui allez, vas-y mon gars. J'ai le droit de sortir ou pas? Non, donc, même lui on l'a entreaperçu. On le verra peut-être la semaine prochaine. Hein. Peut-être pour le deuxième. Pour le deuxième Open Challenge, il va dire qu'il aura déménagé lui aussi. Ce serait rigolo. Ce serait assez drôle. Voilà, moi, si j'étais un scénariste et que je voudrais pas trop me faire chier, faire un truc assez marrant, je ferais ça. Ouais, moi aussi. Mais et puis évidemment, ils ont bien fait parce que le booking du match était classique, intéressant, mais classique dans le sens où c'est typiquement le genre de configuration où effectivement tu fais briller le prétendant inattendu parce qu'il le prend de vitesse et qu'il a des near falls complètement dingues, et puis qu'après évidemment le heel arrogant mais malgré tout meilleur réussit à se retrouver et on finit dans un match de moins de 10 minutes là, et puis c'était emballé, c'est pesé, mais c'était vraiment super, et il est vraiment impressionnant Gable, et Kevin Owens, ça lui va bien la puissance pure, exactement, un athlétisme, et puis dans sa petite promo, parce que c'était pas mal. Il était pas mauvais, ce côté un petit peu petit blagueur. Petit blagueur là. Il a vraiment une bonne gueule, Gable. Hein, le public se trompe pas en plus. Hein, ça a toujours été le chouchou des deux, même si après Jason Jordan a réussi également à avoir de la sympathie pour lui, mais Gable, il a vraiment cette gueule sympathique et de petit con, mais qui fait des pures souplesses de dingue. C'est vraiment impressionnant dans le ring. Donc moi je sais pas s'il va le refaire la semaine prochaine, là, son petit Open Challenge. En sachant que dans 2 semaines, je crois, on est le 4 juillet et que c'est le retour d'un autre présentateur, du créateur original du US Open Challenge. Donc pourquoi pas, peut-être un peu couru d'avance, mais un peu téléphoné, mais il sera peut-être appelé à des choses plus élevées, mais ouais, franchement, c'était une façon de revenir aussi. C'était vraiment cool. J'ai trouvé la façon dont ils ont ramené un peu tout le monde ce soir. Non, très sympa, je suis d'accord. Ça fait vraiment ok, bon, je sais pas s'ils se disent ça, mais en tout cas moi j'aime me le dire comme ça, c'est ok, on a merdé, voilà, ils sont de retour. voilà Dillinger, pardon. Il est là, Luke Harper, vous l'aimez bien, on le met dans le main event. Gable, vous voulez kiffer l'American Alpha, il va faire des near fall, et puis au fait Nakamura, c'est vrai, on a un peu merdé, il va faire un beau match ce soir.
C'est ça, voilà, tout le monde avait le droit de revenir. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, le lendemain, Chad Gable a tweeté sur son compte que il disait merci Dayton, on n'est pas passé loin hier soir, merci pour le soutien. Par contre, sachez que j'ai redéménagé dans le Minnesota ce matin, donc je trouvais ça assez marrant. Un déménagement d'une voilà, il a déménagé à Dayton juste pour l'occasion, c'est du dévouement. Allez, on va continuer du coup avec notre dernière séquence qui enveloppe un peu toute l'émission, puisqu'on va rembobiner au tout début et on va arriver sur la promo d'ouverture de ce SmackDown avec on va parler de tout ce qui a trait au Money in the Bank, à la grande controverse de cette semaine. Et donc Carmella et James Ellsworth sont de sortie, mallette toute neuve, toute brillante devant. Carmella et James qui viennent un peu se foutre de notre gueule, quoi, nous taunter, nous provoquer, nous spectateurs et téléspectateurs. Elle demande le respect, elle dit, j'ai bien aimé James qui est derrière tout ça, elle lui demande de tenir sa mallette, il dit attends tiens-moi ça s'il te plaît, j'ai des choses à dire. Donc gna gna gna, tout le monde s'est plaint sur les réseaux sociaux du résultat, mais who cares, on s'en fout, j'ai fait taire tout le monde m'a sous-estimé depuis le premier jour, on se souvient qu'elle a été draftée en dernière à SmackDown, et donc voilà c'est sa revanche, elle a dit j'ai fait taire tout le monde, pendant que toutes les autres filles, toutes ces superstars étaient concentrées sur faire l'histoire, écrire l'histoire, moi j'étais plus intelligente que tout le monde, je suis venue avec un plan et je l'ai mis à exécution. Alors, difficile de lui donner tort quand elle nous balance tout ça. Et puis elle mentionne tous ces trolls là de l'internet, elle a gâché le match, les filles au pouvoir, elle a gâché l'histoire, ils disent qu'elle a triché, mais arrêtez de dire que j'ai triché, il n'y avait pas de règles et il n'y a pas de règles, c'est un match sans disqualification. Donc du coup, elle nous boucle un peu, elle nous ferme un peu tous à nous tous notre clapet et puis elle nous dit que Daniel Bryan, comme on le sait, a prévu de donner sa décision un peu plus tard, mais il va confirmer tout ce qu'elle vient de dire, puisque personne n'y peut rien. Donc ça, c'était la petite promo d'ouverture. Après, pendant l'émission, on va voir un petit peu un fil rouge, en fait. On va voir, parce que Daniel Bryan est de retour ce soir, et Daniel Bryan a eu une soirée assez occupée, puisque toutes les filles sont passées le voir à un moment ou à un autre de l'émission. Alors, on a eu Natalia qui lui a parlé de ses chats, il y a eu Tamina qui a fait le pot de fleurs encore derrière, qui avait rien à dire. Charlotte qui était pas contente du tout. Becky Lynch qui a eu un échange assez douloureux d'un point de vue hors kayfabe, qui a dit à Daniel Bryan, qui lui a lancé, c'est pas, de toute façon on sait, ici c'est pas le land of opportunities, c'est le land of handouts. Donc c'est le terrain des pas des opportunités, mais au contraire des pistons, quoi. Ce qui difficile de contredire aussi quand on sait ce que fait Shane McMahon depuis plusieurs semaines à SmackDown. Donc bon, voilà, on a aussi Naomi qui a été interviewée, qui trouve ça dommage, mais qui en filigrane nous dit plus ou moins qu'elle s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé. Oui, qu'elle s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé à Money in the Bank. Je m'en fous d'avoir la ceinture, je m'en fous. Oui, elle est championne, donc elle s'en fout. D'ailleurs, Lana passait par là et elle a demandé, elle était pas contente, elle a demandé un rematch. Et elle va l'avoir, son rematch, puisque la semaine prochaine nous aurons Lana versus Naomi pour le titre numéro 2, si je ne m'abuse. Donc pareil, il m'a suffisait de demander, ça donne un petit peu raison à Becky Lynch aussi. Et donc tout ce fil rouge nous amène vers la fin du show, pas exactement la fin du show, on se situe juste avant le main event Harper. Et Daniel Bryan qui arrive dans le ring, c'est le moment de la révélation. Que va-t-il se passer? Daniel Bryan appelle toutes les participantes dans le ring. Elles font leur entrée chacun leur tour. Donc chacun parle un peu vite fait en se menaçant les uns les autres. Donc c'est un peu les promos classiques, elles ont une phrase à réciter chacune leur tour. De la merde, quoi. Oui, la palme du malaise revenant une nouvelle fois à Tamina, qui, alors là, il y a eu un bug dans la matrice, je pense, parce qu'elle a répété mot pour mot la punchline de Charlotte. Donc pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu le segment, en fait, il y a Natalia lance une saucisse, Charlotte la coupe en disant écoute Natalia, ferme-la, tu commences à me saouler, si tu continues, je vais te faire ressembler à James Ellsworth.
soit. Et Tamina qui prend la parole, fait ouais Charlotte, tais-toi sinon je vais te faire ressembler à James Ellsworth. Bon. Soit... ok. Malaise TV. Malaise TV. Bon, bref, on continue. Daniel Bryan. Bryan qui nous explique la situation, qui nous dit que il est allé voir dans le WWE Rulebook, le livre des règles, bon, le fameux qu'on n'a jamais vu, et il nous explique que il est dans la mouise, Daniel, parce que rien n'empêche James Ellsworth de faire ce qu'il a fait. Rien n'est marqué. Dilemme pour le GM, mais en même temps. Rien n'est marqué, mais c'est aussi c'est une première, c'est-à-dire que ce qu'a fait James, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, on est en face d'un inédit qu'il faut trancher. Donc, on est dans un vide juridique. Donc, techniquement, il y a moyen de faire jurisprudence, quoi. C'est un peu ce qui nous explique Daniel Bryan. Et donc là, James Ellsworth, il sent le bordel arriver, il le coupe et prend le micro comme il sait faire, et puis là il le traite. Ouais, Daniel, qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu soft depuis que t'as donné naissance à un petit bébé hippie vegan qui s'appelle Birdie. Là, t'es devenu tout soft. Alors là, il en fallait pas plus pour que le sang de Daniel Bryan ne fasse qu'un tour. Et alors là, il se colle à Ellsworth et il pète un câble, il menace de le frapper sous l'ovation du public, qui était très 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 chaude, qui aurait bien aimé voir Daniel Bryan coller une pêche à James Ellsworth, qui est de plus en plus efficace, vraiment insupportable. T'as envie de le prendre. Pas par le menton, c'est pas possible, mais par ces 2-3 cheveux qui se battent en duel là, pour l'envoyer valser. Donc petite intervention assez efficace de James Ellsworth. Et on ne sait pas si c'est ça qui a provoqué la décision, mais en tout cas, Daniel Bryan a dit que il s'était décidé et que il allait tout simplement refaire le match. Il a décidé de reprendre la mallette devant une Carmella au bord des larmes. Il reprend la mallette, stupeur dans le stade, stupeur mêlée de sifflets, parce que le public est un peu frustré, parce que Daniel Bryan nous annonce que il va y avoir un Money in the Bank la semaine prochaine. Et oui, à SmackDown la semaine prochaine. Alors forcément Dayton, ils sont là, oui, bon, c'est bien joli, mais bon, nous comme Gable, ils déménagent. Ouais, ils devraient tous déménager la semaine prochaine, parce que nous allons avoir un Money in the Bank. Donc tout est remis à zéro. Les participantes seront bien évidemment les mêmes, les règles seront les mêmes, et ce sera donc mardi prochain. Grosse baston, évidemment. Daniel Bryan sort du ring avec la mallette. Grosse baston pour finir. Pas pour finir le show, je vous ai déjà expliqué où on se situe, mais pour finir en tout cas nous notre podcast. Mais évidemment, il faut qu'on discute de tout ça. Il y a même coup de théâtre. Tu peux reprendre ton souffle. Vas-y. Alors, excellente, mais même formidable promo de Carmella en début de show. Oui. Elle a fait je trouve une des meilleures promos de SmackDown depuis bien longtemps, ce qui n'était pas évident pour elle, ces promos en intro de show pour chauffer le public. À noter, et c'est je trouve un critère de notation que j'utilise moi pour évaluer une promotion d'un heel, parfois même d'un face. Elle n'a récolté aucun watt. Oui. Personne absolument. Ne l'a coupé à base de watts. On sait que c'est parce que c'était très intéressant ce qu'elle avait à dire. Ça, c'était justifié une fois de plus. On se retrouve dans le cas d'un heel qui argumente et dont les arguments sonnent juste, quoi. Ouais. Donc quand elle t'explique effectivement que elle avait juste un plan, qu'elle est loin de toute l'histoire, de faire l'histoire, etc. Ce que nous-mêmes parfois on leur reproche. Ouais. Donc c'est toujours ce double. Toi, tu te retrouves un peu bloqué face à ce genre de promotion. C'est qu'effectivement, on est là parfois à aller critiquer la WWE parce qu'ils sont plus
ils bossent plus à faire des vidéos pour dire qu'ils font l'histoire qu'à vraiment la faire, et surtout à la faire correctement, toi, et pas juste au fait, regardez, on fait un Money in the Bank féminin, regardez, on fait une Cell, puis entre temps, après, quand tu regardes les weekly, et ben tu te dis en fait c'est juste le château de cartes s'écroule, et en fait c'est ta perception, c'est du flan, tu te dis, toi, ils le font parce qu'il faut le faire et que c'est de bon, et ça attire les projecteurs sur la WWE, hein. On en parle de la fameuse révolution féminine en dehors du cercle de catch, mais après quand on retombe sur du weekly, tout s'écroule, et on a des promos pas terribles, des histoires pas terribles, et on est loin d'écrire l'histoire à ce moment-là. Donc là, Carmella, elle arrive, elle te balance toute cette promo-là bien argumentée. Waouh, moi j'étais touché, quoi. Enfin, il y avait vraiment de l'émotion en plus dans ce qu'elle disait. Effectivement, il y avait quelque chose de vrai, c'est que une grosse différence avec beaucoup de promos qui sont faites par les filles. Bah regarde, la promo, vous étiez 4 ou 5 là, c'était juste le gros malaise. C'est qu'elle avait vraiment quelque chose à dire. Elle avait vraiment. C'est ça, elle avait un truc à dire. Elle avait un sujet, elle avait de quoi nourrir son discours, et elle était vraiment impliquée parce que ça l'a touché directement. Et c'est là où tu vois le talent se révèle le temps de 5 ou 10 minutes. Après, le talent, il doit se transcender pour justement réussir à faire des belles promos quoi qu'il arrive, et pas juste quand tu as un sujet particulier. Toi, tu as un Kevin Owens, tu feras une super promo quoi qu'il arrive. Mais pour autant, Carmella a vraiment probablement sorti pour l'instant, de cette storyline, c'est celle qui s'en sort le mieux, je trouve, par rapport à ça, parce que il y a comme une énorme dissonance, pour du coup maintenant parler de ce qui s'est passé après, une énorme dissonance entre ce qu'ils ont construit là en début de show, où en gros ils ont construit la heel de SmackDown, la vraie heel de SmackDown, c'est Carmella. Regardez, en plus elle arrive à faire des promos de dingue. Et patate, c'est elle avec sa mallette, elle l'a gagné, elle l'a joué perso, elle l'a eu. Tant pis pour vos petits chouchous préférés, tant pis pour vos envies d'histoire. Maintenant, c'est elle qui a la mallette, donc maintenant, il va falloir se battre pour l'empêcher de devenir championne. Il faut que les faces, toutes vos chouchous, vos stars, vos babyface retroussent leurs manches plutôt que d'aller pleurer et aillent l'empêche. Ce qu'elles ont fait pendant toute l'émission. Ce qu'elles ont fait, et voilà, et là, patatrac, qu'est-ce qu'elles font les filles pendant toute l'émission? Bureau des pleurs. Le bureau des pleurs, le bureau des plaintes, et vas-y que je vais chouiner, etc. La seule une que j'ai trouvé pas trop mal, c'était Charlotte, parce qu'elle avait eu un discours qui était assez intéressant, parce que c'est un peu de la mise en abîme, où elle explique que justement elle était occupée à faire l'histoire, etc. Et qu'en fait elles ont fait l'histoire malgré tout. Et c'était un discours un peu, à mon avis, un peu de subtexte, comme on dit, où finalement elle incarne. Donc à ce moment-là, elle est dans une position où elle incarne les gens qui sont pas contents de ce qui s'est passé à Money in the Bank, qui disent les filles, c'est honteux, c'est pas féministe, elle se fait aider, etc. C'est un mec qui va décrocher. Mais après, elle dit quand même, on a fait l'histoire. On voulait faire l'histoire, mais finalement la fête, mais bon, pas comme prévu, toi. Pas comme c'était prévu. Mais elle le dit pas vraiment, et en fait, c'est comme l'a prévu la WWE, une fois de plus. C'est un beau rappel, c'est la WWE qui écrit. Qui décide. C'est son histoire, ça reste de la fiction. Ils sont acteurs et narrateurs en même temps, et c'est une autobiographie qu'ils écrivent. C'est pas nous qui décidons de l'histoire, la WWE. Ils prennent en compte évidemment les fans, mais les réactions, etc. Mais ça reste eux qui décident, et n'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier que c'est jamais aussi passionnant que quand on nous donne quelque chose auquel on s'attendait pas, et qui finalement se révélait être quelque chose dont on avait besoin en tant que spectateur. Toutes les fois on est surpris, et en fait toi c'était la bonne chose à faire. Je dis pas que c'est ce qui se passe à chaque fois, évidemment, mais voilà, il faut éviter de se c'est pas nous qui détenons l'histoire de la WWE. Non. Et donc, pour revenir cette fois-ci à Daniel Bryan et sa décision, là, c'est l'apothéose de la connerie. C'est la débilité absolue. Le seul angle pour moi qui peut sauver ça,
bah, ou alors ils en trouvent un autre, mais qui peut faire, c'est une figure d'autorité, en l'occurrence il reste plus que Shane. Alors ça me fait chier de mettre mes espoirs en Shane McMahon, et qui vient voir Daniel Bryan et qui lui dit mec, ok, t'as pris ta décision parce que t'étais en colère, parce que James Ellsworth t'a bien fait chier, ils ont quand même insisté là-dessus, et t'as pris ta décision parce que tout le discours de Daniel Bryan, enfin, la conclusion est totalement opposée au discours qui tenait. Il disait, ouais, c'est vrai, c'est quand même un match sans disqualification. Il le dit qu'en fait, il est dans la merde parce qu'en fait, quand il parle, on comprend qu'il aimerait bien reprendre la mallette, mais en même temps, ce qu'il dit, il est en train de dire, putain, j'aimerais bien reprendre la mallette, mais je peux pas, quoi. Enfin, genre, elle a gagné, quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend la mallette. Il reprend la mallette. Et là, dans ma tête, je disais, non, c'est... Ouais, enfin, c'est pas possible. C'est juste pas logique. Ou alors, je te dis la seule logique, mais ils ont pas assez insisté là-dessus. Après, j'ai regardé un bout de Talking Smack et ils ont pas vraiment insisté sur ce point-là. Il a continué à jouer sur le côté règlement par règlement, en ayant toute la condescendance de Daniel Bryan qu'il avait. C'est vraiment le GM des débuts, tu vois, méchant avec les heels, enfin malhonnête, toi, parce que c'est des heels et que pour faire plaisir au public, aux face et au public qui supporte les face, et ben il va tout pour faire chier les heels en abusant de sa position, quoi. Et c'est terrible parce que dans ce cas-là, il aurait fallu plus faire l'emphase sur le fait qu'il a fait une décision prise de colère, et c'est dommage parce que ils l'ont fait avec avec James Ellsworth enfin le mec vient d'être papa et il touche pas à ma fille, quoi. Et James Ellsworth, qui est le petit con qui a été décroché la mallette, bah toi il prend la mallette et de colère et il prend cette décision là. Et puis après Shane vient le voir et lui dit écoute mec, t'as merdé, on peut pas faire ça, voilà. Mais ils vont sûrement le refaire, le Money in the Bank, la normal dans tous les cas. Ça, oui, je pense qu'ils vont le refaire. Moi, ça, c'est vrai que je m'y attendais pas, mais donc, ils vont le refaire, je pense. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, cette décision c'est con, non ? Elle est bizarre, cette décision. En fait, elle est bizarre à plusieurs niveaux, parce que bon, déjà, c'est vrai que si on écoute ce qu'ils disent, elle se tient pas, elle se tient et elle se tient pas à la fois. C'est-à-dire que bon, il peut prendre cette décision, mais la façon dont il y arrive n'a pas trop de sens, c'est vrai, par rapport à la décision qu'il prend. Surtout qu'en plus, il reprend en fait quasiment mot pour mot les arguments de Carmella en intro. Exactement. D'une certaine façon, quand il les reprend, c'est qu'il les valide. Et puis après derrière, mais je vais pas te paraphraser, tu l'as bien dit. Après, on a l'impression qu'il prend un peu une décision de colère et que du coup, il change d'avis. Sauf que c'est pas non plus trop l'impression qu'il semble donner après coup, puisque il a l'air d'assumer complètement sa position et tout. Donc bon. Puis donc il y a ça qui pose problème. Et puis après il y a juste d'un point de vue pur. Histoire de catch basique de manière générale, en fait, on donne le payoff au public beaucoup trop tôt. Parce que évidemment que c'est ultra. Enfin, là, on jouait sur une frustration terrible. Carmella à la mallette, elle nous a gâché notre premier Money in the Bank féminin. James Ellsworth, c'est insupportable. Donc, on n'a qu'une seule envie, c'est de les voir perdre cette mallette, de les voir rater. C'est le in fine, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le catch. C'est on a envie de voir les heels se faire ridiculiser en bout de course, de perdre, surtout quand ils sont un peu clownesques comme ça. Donc, en bout de course, comme tu le dis. Oui, en bout de course. Sauf que là, en fait, on est 48 heures après et on a déjà la punition, tué, quoi. On a déjà la punition, on a déjà tué cette frustration, on a fait plaisir à tout le monde. 48 heures après, on a retiré la mallette, c'est fini. Donc évidemment c'est pas fini, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine, mais d'un point de vue juste le b.a.-ba du catch un peu, c'est genre tu sais, moi je sors du truc, je suis c'est voilà, elle s'est fait enfumer. Le b.a.-ba de n'importe quelle histoire que tu racontes, le méchant, il faut avoir le temps de le détester avant de... C'est ça, on était en train d'apprendre à la détester en début d'émission, et c'est déjà fini. Elle s'est fait niquer. Tu vois, donc, non, mais c'est horrible, c'est horrible. Donc c'est quand même un peu dommage. Alors après, écoute, je sais pas quelle crasse ils ont prévu pour lui faire regagner la mallette la semaine prochaine, parce que il sera banni des rings, c'était officialisé dans la Talking Smack. Ok, écoute, parce que moi j'ai dans l'idée qu'elle va gagner. Mais si au final elle gagne sans l'aide de personne, sans rien et tout, je comprends pas trop la... En fait, c'est simple, qu'elle regagne la mallette ou qu'elle la perde,
ça sera nul. Ce sera nul. Si elle la conserve, non mais si elle la conserve, tu dis bah tout ça pour ça, alors que le boulot de construire le heal venait d'être fait. Mais oui, c'est ça, c'est que le plus dur était fait. Le plus dur était fait avec notamment cette promo qui est quand même tu mets entre les mains du catcheur seul face au public, tu lui mets entre les mains la construction là pendant 10 minutes du futur heal pour les mois à venir de ton roster. Donc c'était une réussite totale. Et tu redéconstruis ça dans le même épisode, comme tu l'as si bien expliqué, 48 heures plus tard, c'est déjà fini. Et derrière, en plus, alors, il faudrait la faire regagner à la limite avec la plus grosse crasse. C'est exactement ce que j'allais dire, mais par contre, je me dis, si Elseworlds c'est banni, là, aujourd'hui, j'ai pas d'idée, mais je me dis, il va falloir qu'ils trouvent vraiment un truc horrible pour la faire gagner, un truc qui va vraiment nous mettre tous hors de nous, quoi. Oui, parce que si elle y parvient sans avoir recours à une elle est méritante, quoi. Une crasse de moins d'envergure, on va dire. Bravo. Bravo. Oui, elle est méritante. Du coup, tu la détestes moins potentiellement. Oui. C'est pour ça, c'est potentiellement une impasse. Moi, je vois bien Elseworlds arriver avec une scie à métaux et limer le. Il va pas décrocher la mallette, mais il va limer ce qui la retient. Toi, ça va être un truc comme ça. Enfin, toi, ce que je veux dire, un truc assez énorme où effectivement, c'est encore pire. En tout cas, l'image a sauté. L'image a sauté, mais en tout cas, clairement, je suis très très impatient. C'est vrai de le voir du coup ce match. Ouais, mais toi là ils abusent. Autant. Mais ils abusent. Je suis d'accord parce que sur le principe. Bon, écoute, là ils peuvent soit tout foirer, soit peut-être faire un truc d'encore plus stylé, mais je sais pas. En tout cas, ils sont mis des bâtons dans les roues pour faire un truc plus stylé, toi. Rien que pour rattraper leur erreur, parce que pour moi c'est une erreur. Rien que pour rattraper cette erreur, ça va leur demander beaucoup de travail. Un travail qu'ils avaient déjà excellemment exécuté. Alors pour faire encore si c'est juste pour tirer sur la corde et te faire un Money in the Bank SmackDown parce que ils aiment bien la stipu et ils veulent en faire le ils veulent en faire le plus possible. Ça passe à la télé, etc. Toi, mais bon, si c'est ça, c'est un peu dommage. Mais écoute, prenez votre temps. Bon, voilà. Bon, c'est bien que tu aies gardé cette séquence pour la fin parce que clairement il y avait vraiment. Il y a des choses à dire. Juste pour conclure, par rapport au pay-per-view où j'étais vraiment pas content, mais que c'est passé après et que ça a vraiment bien servi. C'est ce qu'on s'était dit, on va dire. On sentait que ça allait servir l'histoire et les personnages. Et c'est ce qui s'est passé en tout cas au début avec Carmella. Mais là non, pour moi il y a trop de, il y a même pas en termes de booking ou de scénario pour moi c'est vraiment mauvais, c'est contre-productif. Je suis pas loin de. J'ai envie d'avoir la conclusion de la semaine prochaine pour vraiment savoir, mais au jour d'aujourd'hui, je suis d'accord, c'était pas une bonne solution. Enfin, en tout cas, je suis pas d'accord avec non plus, quoi. Bon, en tout cas, on sera curieux d'avoir vos avis, chers auditeurs, sur tout ce segment majeur. Très heureux d'imaginer qu'elle va. Mais bon. Ce qui s'est passé. Et beaucoup de choses possibles. Toujours est-il qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un quasi pay-per-view, parce que c'est ce que je disais dans le menu de cette émission. On va avoir Naomi versus Lana pour le titre, la revanche. On va avoir Baron Corbin contre Sami Zayn, qui était une affiche de Backlash aussi, la revanche. On va avoir les Hype Bros contre les Usos pour le titre de number one contender, pour savoir s'ils peuvent être number one contender. Et puis on va avoir ce Money in the Bank rematch. Donc on a d'ores et déjà un sacré épisode sur les bras la semaine prochaine. Donc on a bien hâte. Yep. On va passer au mot de la fin. C'est fini. On a fait le tour. Yarem, tu connais la chanson. Le top, le flop, ta note. Ça va aller vite et je pense que beaucoup l'auront deviné. Mon top, je le décerne à Carmella, sa promo était géniale. Et mon flop, je le décerne à Daniel Bryan parce que c'était complètement con comme décision, je suis désolé. Le vieux Daniel aigri des premiers jours est de retour et c'est complètement stupide. Et ma note, écoute, ma note, je vais mettre un 3,5 parce que c'est j'ai trouvé un très bon épisode avec des très bons matchs. Le retour on en a parlé, entre les retours, la bonne prestation de Nakamura, l'Open Challenge, la promo de Carmella. Trop de trucs. Plein de choses. Il y a même eu la petite promo de Orton, les petits RKO qui sont tombés.
je veux dire, à part les segments des filles avec Daniel Bryan, moi j'étais ravi. Hein. Ouais. Puis en plus, on n'a même pas eu de Maria et Mike Kanellis là. Donc ah oui, donc 3,75 alors. Parce que c'est vrai, on les a pas vus. Formidable. Formidable. Ça en dit long à mon avis. Hein, mais ouais, c'était bien. Mais c'est bien. Ça veut dire que quand ils ont beaucoup de choses à nous raconter, ils savent quand même faire la part des choses entre ce qui est intéressant et pas intéressant. Donc c'est bien. Et ben écoute, mon top. Bon, moi, je l'aurais évidemment donné aussi à Carmela, mais du coup, je vais en profiter et je vais le donner à Chad Gable pour son retour réussi. Sa prestation de très haute volée. Il avait 6 minutes à faire contre Kevin Owens et il les a bien faites. Très très belle prestation de Chad Gable. Maintenant, on aimerait revoir son comparse, mais bon, c'est déjà ça. Et en flop, ben écoute, moi en flop, je vais le donner à Tamina qui a failli ruiner, en tout cas qui nous a mis un gros blanc dans la promo cruciale d'annonce de cette décision de Daniel Bryan, donc avec cette petite punchline absolument horrible. Bon, écoute, si vous n'avez pas vu le segment, allez le voir parce que c'est quand même. Elle est juste vraiment très mauvaise. Hein. Je pense ça de très peu de catcheurs, mais celle-ci. Ouais, je pense qu'il ne faut plus jamais lui donner un micro parce que là c'était très grave. Elle est mise en pot de fleurs. Hein. Ouais, elle est mise en pot de fleurs. Et puis ma note, moi écoute, je ne vais pas hésiter à dégainer le 4 sur 5. Très bel épisode. Abstraction de ce sujet de discussion. Il y a eu plein de retours, du très bon catch, énormément de développement, qu'on les aime ou pas, il y a eu beaucoup de développement scénaristique. Un très très bel épisode post-pay-per-view. Écoute, si ça n'augure que du bon pour la semaine prochaine, donc 4 sur 5. Et sur ce, eh bien, c'est terminé pour cette semaine, chers auditeurs. Je vous invite à toujours nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Twitter @catchupcdc, sur Facebook la page du même nom catchupcdc, sur le forum des cahiers du catch pour aller retrouver nos avis soit sur les articles en page d'accueil, soit sur le forum, discuter avec nous. Vous pouvez retrouver cet enregistrement sur YouTube pour la vidéo, sinon sur iTunes, sur PodCloud comme toujours. Vous connaissez tout ça maintenant. Yerem, merci beaucoup comme d'habitude. Merci à toi Giscal, on a bien discuté. C'est toujours un plaisir de débattre avec toi, même si là on est souvent d'accord, mais on débat quand même. C'est vrai. C'est vrai, souvent d'accord. Mais bon, c'est important quoi qu'il arrive. C'est un bel endroit de débat, ce supplément. Hein. Je suis très satisfait de nos discussions. J'espère que. Bon, et puis, écoutez, comme toujours, on attend vos commentaires sur tout ce qui s'est dit. Un épisode très plein, donc venez nous en faire part dans les commentaires. Mettez-nous des pouces vers le haut, vers le bas, peu importe. Notez-nous sur iTunes. Vous connaissez tout ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, 27 juin, pour ce SmackDown qui s'annonce, en tout cas, incontournable dans les péripéties du show bleu. Et jusqu'à ce prochain rendez-vous, je vous souhaite une bonne semaine climatisée. Et puis à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.